Je m'appelle Kevin et je suis le cofondateur d'Oriente-toi et je suis également data scientist. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, comment ça fonctionne et on va jouer un peu ensemble juste après. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Si on reprend la définition du Larousse, donc c'est tout simplement un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Bon, dit comme ça, c'est bien beau, mais en gros, c'est les algorithmes qui font du machine learning, donc de l'apprentissage machine, donc que l'homme aura mis en place. Et pour ça, il faut collecter un ensemble de données. Donc moi, dans mon application, on fait jouer, parce que par le jeu, on est naturel, et donc on peut récupérer un ensemble de données. Là, par exemple, je vous ai mis en exemple 3 de mes jeux. Donc on a le métier caché, qui est une sorte de petit bac sur les métiers. On a une première lettre qui apparaît, et il faut mettre un maximum de métiers qui commence par cette lettre. Le jeu bonne couleur, où on a une couleur écrite en haut d'une certaine couleur, une autre en bas écrite d'une autre couleur. Il faut que là, par exemple, on a rouge écrit en haut, il faut que le mot du bas soit écrit en rouge, on met oui. Et ensuite, un parcours piégé, où il faut relier 2 cases bleues ensemble. À partir de ces données, nous, on va essayer de ressortir la personnalité. Mais qu'est-ce qu'on a exactement comme données par rapport à ça? On va prendre, par exemple, le nombre de clics sur le jeu bonne couleur. Le chemin parcouru. Est-ce que j'ai pris le chemin le plus court, le chemin le plus sécurisant? Est-ce que, à partir de là, quand je prends le métier caché, est-ce que j'ai écrit les métiers au masculin et au féminin? Est-ce que j'étais stratège à partir de là? Lorsque je me trompe, ma réaction face à l'erreur, c'est-à-dire que si je prends le bonne couleur, j'enchaîne les oui-non à la suite, je me trompe, forcément je m'arrête. Ça peut être une fraction de seconde, ça peut être quelques secondes, mais cette réaction est enregistrée. Une fois qu'on a ces données, il faut réussir à se les représenter dans l'espace. Donc, c'est-à-dire que chaque axe représente une caractéristique, comme je vous disais, une réponse. Pour pouvoir déterminer la personnalité, nous, on s'est basé sur 3 modèles psychologiques. On a le modèle de Bartle, qui est le modèle de profilage des joueurs. On a le MBTI et le modèle de Hollande, qui est en fait le RIASEC. Si on reprend d'un point de vue apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour apprendre ces modèles? Les points noirs qu'on a à ce niveau-là, donc ici, ce sont nos données. Et là, c'est les caractéristiques qu'on pourrait ressortir. Donc, par exemple, la concentration, l'adaptabilité, etc. On va donc lui faire apprendre, par rapport aux données les plus proches, lesquelles fonctionneraient. Donc, sur l'image numéro 2, on a directement 2 points qui sont liés au pont orange et 3 autres qui sont liés au violet. On crée à partir de là 2 groupes qu'on peut voir sous format de cercle ou d'ellipse. On va recalculer ce qu'on appelle le centre de gravité de ces groupes pour dire d'affiner l'ensemble. Donc on crée une nouvelle itération et on va réassocier à chaque fois ces données à chaque élément pour finir en étape 5 à quelque chose qui dit bah, tiens, cette donnée-là est caractéristique de tel trait de personnalité et une autre à un autre trait de personnalité. Une fois qu'on a appris notre modèle pour avoir cette personnalité, on va dire ok, c'est très bien, j'ai ça, mais l'utilisateur, comment est-ce que lui, on va lui donner sa personnalité? On va donc le laisser jouer et le point du centre que l'on a, hop, ici, j'ai retrouvé ma souris. Ah. Donc le point qu'on a au centre, c'est votre personnalité. On va donc regarder la distance que l'on a avec chacune des traits de personnalité, donc chacune des couleurs. Là, on voit qu'on a 3 groupes. En violet, la concentration, en jaune, le dynamisme, et en rouge, la rapidité. Donc, au plus on est proche de la rapidité, au plus celui-ci sera fort. Et ainsi de suite. En termes de représentation de données, il ne faut pas se dire qu'on est sur du 2D ni de la 3D. On est beaucoup plus large que ça. Et la façon dont on regarde notre représentation va littéralement changer notre perception. Ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Selon comment on tourne, on se dit bah, tiens, j'ai 1, 2, 3 groupes, et l'ensemble peut se mélanger. C'est pour ça qu'on fait appel à des algorithmes, à l'ordinateur qui va nous simplifier tout ça. Le métier de data scientist, c'est de pouvoir, représenter ces données, mais aussi les simplifier. Ce que vous venez de voir en termes de données peut être simplifié, nous, ici, à l'utilisateur, via un donut de personnalité, qui est beaucoup plus compréhensible. Une fois qu'on a une personnalité, nous, ce qu'on fait, c'est un matching des secteurs d'activité et des métiers. Mais réellement, comment ça marche? On va rentrer dans ce qu'on appelle réellement du machine learning. Pour ça, on va créer ce qu'on appelle une base d'apprentissage. J'ai donc un ensemble de métiers qui existent, un ensemble de secteurs d'activité.
Sur chacun d'entre eux, on a une personnalité bien distincte. Donc, quand on voit l'agriculture avec un ensemble, on a informatique et réseau, data scientist, art design, etc. On va donc construire ce dataset. Pour vous donner une idée, c'est comme si on avait un dictionnaire où le titre, c'est le nom du secteur, et la définition, l'ensemble des propriétés, l'ensemble des personnalités qui sont liées à celui-ci. Une fois qu'on l'a, on arrive avec la personnalité de la personne qu'on va représenter à l'intérieur. Et on va dire, OK, par rapport à ça, quel est le secteur ou le métier le plus proche de celui-ci? Je vous le fais de façon simpliste. Évidemment, il y a d'autres calculs qui sont faits. On ne regarde pas uniquement la distance. Une fois qu'on lui dit, bah, tiens, celui-ci, c'est la personnalité la plus proche, entre guillemets, de notre utilisateur, on va lui représenter. Donc, par exemple, data scientist. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est une validation de l'utilisateur. Si on lui donne juste, voilà le métier, bon, on est bien, mais on n'a pas sa réponse. On ne sait pas si on s'est trompé ou pas. Est-ce que le système a trouvé ce qui pouvait lui correspondre? On va donc lui demander avec un « ça ne correspond »,« ça ne me correspond pas » ou alors un « je ne sais pas ». Le terme du « je ne sais pas », on rentre dans ce qu'on appelle de la classification floue. C'est à peu près je pense à 50% que ça pourrait me plaire, mais comme ça ne pourrait pas me plaire. Le 100% serait oui, ça me correspond, et le 0, ça ne me correspond pas. On va donc apprendre de cette réponse, parce qu'en fin de compte, peut-être que c'est 80% ou 75%, ce je ne sais pas, ou alors du 30%. Et c'est via l'expérience et l'écoute qu'on aurait derrière qu'on pourra pondérer les résultats. Déjà, sur cette première partie, qui reste très théorique, est-ce que vous avez des questions particulières? Dis-moi. On m'entend? Ah oui, super. Comment, du coup, c'est sur votre site qu'on fait ce type de test et du coup, ensuite, on reçoit la réponse, enfin, notre personnalité, quoi. C'est ça. Là, c'est directement depuis l'application Oriente-toi, on peut faire ce type de test. Les systèmes d'intelligence artificielle sont partout. Littéralement, si je dois donner un exemple concret, chez les jeunes, ils utilisent énormément Snapchat. Sur Snapchat, on a donc de la reconnaissance faciale. Je reconnais un visage, là c'est les yeux, là c'est la bouche, le haut du crâne, les cheveux, pour appliquer un filtre par-dessus. Les expressions du visage, certains qui ont, par exemple, j'essaie de déterminer l'humeur de la personne. Il sourit, il est en colère, etc. Tout ça, c'est des éléments qu'on aura appris à l'ordinateur, ce qu'on appelle donc la base d'apprentissage. Pour vous montrer concrètement, je vais passer directement sur un petit logiciel open source qui permet d'illustrer simplement les choses. Alors, juste voir. Est-ce qu'on peut adresser une autre question? Vas-y. Comment vous avez défini les profils de métiers pour ensuite, derrière, les exploiter par rapport aux différentes explications que vous avez données? Alors, au niveau des profils liés au métier et au secteur, on a été voir les branches professionnelles. Il y a directement la personne qui est dans le métier qui peut nous dire quelle est la personnalité qui est liée à celle-ci. On a donc été voir l'ensemble des branches professionnelles qui nous ont donné pour chaque métier, voilà tel profil associé. La problématique à laquelle on a été confronté, c'est l'âge de nos utilisateurs. Quand on a commencé, on était uniquement sur un public relativement jeune. On commençait à partir de la 4e. Et donc, qui ne travaillait pas encore. Le profil d'un jeune par rapport à un profil adulte est totalement différent. On avait donc des résultats qui étaient pas très bons sur le début. Par contre, à chaque fois qu'un jeune a donné son avis, on a récupéré son profil et on l'a intégré au dataset. Et donc, le système a continué d'apprendre par rapport à ça. Ce qui fait qu'en base, actuellement, on a un peu plus de 45 000 utilisateurs. Donc, on a un dictionnaire qui est un peu plus de 45 000 lignes. Chaque utilisateur a joué au moins 2-3 cycles. Il a donc donné son avis 2-3 fois à chaque fois. Donc, si on fait 45 000 fois 3, on a quasiment 150 000 réponses à l'intérieur de notre système. Et ceux qui ont été beaucoup plus loin, forcément, ont continué à l'enrichir. Merci. Je t'en prie. Votre application est payante ou gratuite? Alors, l'application,
on ne la vend pas du tout aux particuliers. En fait, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et pour nous, ce n'est pas à l'utilisateur final de payer. On le propose donc en abonnement à tout ce qui est donc pour les plus jeunes au collège, au lycée, aux universités. Ensuite, on passe à tout ce qui est association, mission locale, collectivité. On a également les régions. Par exemple, on est titulaire du marché proche orientation de la région Hauts-de-France. Et par rapport à ça, voilà, on peut redesigner intégralement la solution, mais c'est toujours une structure qui paye la solution sous format d'abonnement pour le proposer gratuitement à ses utilisateurs. Vas-y. Donc là, moi, en tant que personne qui ne fait pas forcément partie d'une association ou quoi, ou peu importe, je peux aller sur le site et passer ce type de test de manière gratuite. Alors, on a des tests qu'on met en place où on ouvre un peu la solution, puisque pour nous, l'essayer, c'est l'adopter. Actuellement, sur le salon d'aujourd'hui, on a mis en place un code qui permet de s'inscrire. Donc, en allant sur notre application, donc le lien, c'est app.orientoi.fr. On peut également trouver le lien directement depuis notre site internet. Quand on arrive sur la page de la web app, on a le bouton « Je m'inscris ». On rentre le code Reims 2022 tout collé. Et de là, on peut procéder à l'inscription. On demande toujours la date de naissance de l'utilisateur, parce que selon notre âge, notre façon de jouer est différente. Donc, vous l'aurez compris, il y a aussi bien les jeunes que les adultes qui peuvent l'essayer. Après, il y a un formulaire d'inscription, puisque à partir de là, on personnalise l'application, nom, prénom et le genre, sachant qu'il n'est pas du tout pris en compte dans les propositions qui sont faites. C'est pour personnaliser par différents icônes l'application. Adresse mail, mot de passe pour se reconnecter. Avec ce code-là, on peut y avoir accès pendant 30 jours gratuitement. Voilà. Donc maintenant, on va voir ensemble pour créer une petite intelligence artificielle ensemble. Donc ce que j'ai fait, j'ai donné à mon système 2 types d'images, des motos et des voitures. L'objectif final, c'est en lui donnant une nouvelle image, qu'il puisse nous dire est-ce que j'ai affaire à une moto ou à une voiture. Donc, hop, ici, je vais donc importer directement une image. Donc là, j'ai des images de voitures. Si je lui donne une voiture, forcément, dans le test, il faut que ça plante. Ah, l'effet des mots. Alors, à votre avis, pourquoi ça n'a pas marché? Normalement, il aurait dû me donner une voiture parce que je lui ai donné une voiture. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il m'a donné une moto? C'est une mission jambon, ça. Je dirais parce qu'il y a 2 roues et parce que l'aspect de la voiture est assez fin vers la fin, je ne sais pas comment dire, mais c'est... C'est ça. Majoritairement, c'est parce qu'on a les 2 roues qui sont mises en avant et que le design fait que on arrive vers un aspect peut-être de moto. On travaille sur des images. Nous, ce qu'on voit quand on voit cette image, on dit c'est une voiture. Que voit réellement l'ordinateur? L'ordinateur, il voit un arbre en haut. Il voit un fond qui est relativement gris. Il voit une route en dessous. Et donc, c'est un ensemble de pixels. Donc, lui, ce qu'il traite, c'est des pixels, c'est des axes. C'est un ensemble de données qui est ressorti par rapport à ça. Et que nous, on a labellisé au départ comme étant à chaque fois soit une moto, soit une voiture. Mais du coup, ça veut dire qu'à la base, avant de lui soumettre une image, vous avez mis les images de moto et les images de voiture. Oui. Et ça veut dire que vous dites, entre guillemets, à l'ordinateur, attention, il faut que tu regardes s'il y a bien 2 roues, s'il y a de l'asphalte, si ceci, si cela. Alors ça, c'est ce qu'on va paramétrer dans le système de départ. OK. Là, dans le système qui est en jeu, donc là, pour le faire, il y a 2 systèmes différents. J'ai pris le plus light qui me permettait d'avoir des réponses plus rapides. Au-dessus, on va lui dire, regarde un peu les différences de ton qu'il peut y avoir. Regarde s'il y a des formes qui ressortent en particulier. D'accord. Et donc, en moyenne, est-ce que j'ai la réponse moto ou voiture qui va ressortir? Donc là, par exemple, quand il a dit la moto, il n'était pas sûr à 100%. Dans le sens où ici, on voit qu'il y a une portion qui dit, non, sur cette portion-là, c'était peut-être plutôt une voiture. Donc ici, je vais lui dire que non, il a tort. Ce n'est pas une moto, c'est une voiture. Et en fait, au fur et à mesure, il affine du coup avec le fait qu'il ait tort ou qu'il ait raison.
parce que je vais lui faire apprendre. Donc là, directement, il est en mode, mode training, donc mode apprentissage. C'est ce qu'on a à ce niveau-là. Voilà. Et donc, il a appris une nouvelle image supplémentaire. Donc là, il est à 100% ici sur l'ensemble, c'est-à-dire que en réentraînant son système, en réapprenant, si je lui redonnais la même image, là, il me donnera une voiture. Je peux faire la même chose avec une moto. Hop. Donc là, par exemple, je lui donne une moto, et là, il trouve directement que j'ai bien affaire à une moto. Donc là, je lui valide, c'est très bien, tu as bien travaillé. Réapprends maintenant le système. Et ça marche sur tout système d'apprentissage machine, ce qu'on appelle toujours machine learning. Maintenant, admettons que je lui donne autre chose. Si je lui donne, par exemple, un vélo, que je dois avoir ici. Voilà. Si je lui donne un vélo, à votre avis, qu'est-ce qu'il va me donner? Une moto? Un bug? Ah. Pardon? 50-50? 50-50. Il n'y en a aucun qui me dira qu'il va donner un vélo. Non. Exactement. Il n'a jamais appris ce qu'était qu'un vélo, et donc il ne pourra pas nous le donner. Et donc lui, par rapport à l'ensemble, là, il me dit à 100%, c'est une moto. Pareil, on a les roues qui ressortent en majorité, il n'y a pas la carrosserie qui est là non plus. Et donc là, on va lui dire, bah, tiens, pour moi, c'est une moto. Si je lui dis non, il va me dire, bah, c'est une voiture. Il faudrait donc créer un nouveau label, appelé vélo, pour qu'il puisse apprendre ce que c'est qu'un vélo. Si on prend d'autres systèmes d'apprentissage, il y a des chercheurs qui se sont amusés à faire apprendre à une IA des sites Internet. C'est génial. Il y en a des millions de sites Internet. On va donc lui faire apprendre et après on va lui poser des questions. Et quand ils ont commencé à lui poser des questions, ils se sont dit, bah mince, les réponses, ben, elles sont parfois incohérentes. Certaines étaient racistes, antisémites, etc. Ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on était parti là-dessus. Et en fait, la réponse est simple. On lui a tellement fait apprendre de sites qui parlaient de ces sujets-là, ou qui étaient à caractère dire raciste, antisémite, que l'IA était dit, bah, c'est ça que je dois répondre. Et donc, sur l'ensemble, c'est vraiment qu'est-ce qu'on lui donne au départ qui lui permet de lui donner de bonnes réponses. On a souvent peur des réponses des intelligences artificielles, mais selon ce qu'on lui apprend et les paramétrages qu'on aura mis toujours au départ, les réponses peuvent être entièrement guidées. Donc c'est pour ça qu'on est toujours au service de l'humain. Donc nous, par exemple, dans l'orientation, si on prend le médical, on peut avoir des aides à la décision. Donc tout ce qu'on part, par exemple, sur les imageries médicales. On a des médecins qui ont labellisé un ensemble de radios, par exemple, en disant, OK, là, à cet endroit-là, j'ai une tumeur. Là, j'ai une tumeur, j'ai une tumeur. Là, potentiellement, j'en ai une. Et c'est en allant beaucoup plus loin dans les analyses, parfois en sous-opération, on dit, OK, là, il y avait une tumeur. Sauf que ce n'était pas forcément visible à l'œil nu, vu que c'est des points qui sont très fins. En donnant l'ensemble de ces images à une IA, en labellisant l'ensemble des points, elle pourra dire, et attention, là, potentiellement, j'ai vraiment une tumeur qui est là, il faut opérer, ou alors j'en ai pas, et donc on part sur un autre traitement. Si on reste dans le cadre de l'analyse d'image, je vous disais que en fait, c'est un ensemble de pixels. Là, j'ai pris des motos bleues et des voitures rouges. On ne prend plus du tout la forme en compte. On est vraiment sur la couleur majoritaire qui va ressortir. Si à ce niveau-là, si je reviens en arrière ici, si je lui donne une moto rouge, à votre avis, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner une moto ou il va me donner une voiture? Puisque moi, dans tous les cas, les motos que je lui ai appris, elles étaient bleues, mais j'ai toujours dit que c'était une moto. Les voitures étaient rouges, mais j'ai toujours dit que c'était une voiture. Donc, une voiture, on va vérifier. Et là, il a réussi à apprendre que c'était une moto. Sur ce système-là, je l'ai poussé un peu plus en termes d'apprentissage. Comme je vous disais, j'ai 2 systèmes via cet outil open source. Là, je l'ai poussé pour qu'il aille beaucoup plus loin. Même si la couleur majoritaire reste le rouge, il a réussi à déterminer qu'on avait le pot d'échappement qui était ici, qu'on avait les roues qui étaient majoritaires, et à chaque fois avec une assise. Donc là, on peut lui valider, oui, ici en rouge, j'ai bien une moto. Là, je vais
Je vais lui en redonner 2. Hop. Donc là, il me valide bien que c'est une moto. Okay. On va le valider. Et j'en ai une dernière. Et là, c'est une moto. Donc là, je vais la valider. On se retrouve maintenant avec des motos bleues et des motos rouges. Donc il dit, bah tiens, en termes de poids, j'ai beaucoup plus de motos qui peuvent apparaître que de voitures. On crée donc un déséquilibre au niveau de la base d'apprentissage. C'est-à-dire que si maintenant je lui donne une voiture, il y a un risque, même si l'IA a été entraînée pour, il y a un risque que si je lui donne une voiture bleue, hop, je vais prendre celle-ci. Ah, là, tout va bien, il m'a donné une voiture. Cool. Je l'ai trop bien entraîné. Donc là, je vais le valider. Mais il y a de grands risques à chaque fois que je lui donne un élément qui est différenciant. Il me dirait que c'est une moto. Donc le plus compliqué en termes d'analyse, c'est le trait le plus fin qu'on peut mettre dessus. Là, la quantité de couleurs que l'on aura, donc l'ensemble de pixels, la qualité des traits qui vont ressortir, de traitements qu'on va mettre sur nos images. Donc j'ai essayé de le simplifier au maximum. Vous doutez bien que derrière, il y a un ensemble de systèmes mathématiques qui rentrent en compte. En termes d'algorithme, il n'y a pas de meilleur algorithme. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on entend les réseaux de neurones. OK, ça fonctionne, mais pas surtout. On travaille aussi avec d'autres systèmes d'apprentissage. On dit souvent qu'il y a le meilleur modèle pour un type de données bien précis. Et donc, en changeant de données, le modèle va changer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Dites-moi. Non? J'espère avoir été clair. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Sauf si vous avez d'autres questions sur les applications qu'on peut avoir d'IA dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Bon, merci à vous.